Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. On vous apprécie énormément. Merci pour tout l'appui à tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à vous. Si, comme moi, vous aimez les balados sur les plateformes audio, allez nous trouver. On est sur Apple Podcast, on est sur Spotify, on est sur Amazon, on est sur toutes les plateformes de médias sociaux. Donc, allez nous trouver, partagez, faites des likes, commentez, partagez avec nous vos commentaires. Ça nous aide beaucoup. Puis, ça nous donne une idée un peu de ce que vous pensez aussi de tout ce qui se passe dans l'actualité politique au Québec et au Canada. Comment ça va, Salim? Écoute, ça va bien, ça va bien. Il commence à faire un peu meilleur, des températures positives, la neige qui est en train de fondre, le printemps qui s'installe. En même temps, on le sait très bien, il y a toujours une dernière tempête de neige qui va... Ouais. Ça fait qu'on l'attend, on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive, mais on sait qu'elle s'en vient. On fait plus confiance. Non, c'est ça. On espère juste que ça va se faire tant que les déneigeurs sont encore là, parce que tu veux pas que ça arrive après. Là, oh my God. Rapidement, pour ceux qui nous suivent, la semaine passée, on a eu notre ami Dimitri Soudas. On a parlé de plein de choses. C'était super intéressant d'avoir Dimitri en studio. Et là, on pensait... normalement, c'est ça qu'on fait quand on a un invité. On a un deuxième épisode, souvent, juste moi et toi, Salim. Et on pensait franchement avoir un deuxième épisode le vendredi dernier. J'ai eu un empêchement, on n'a pas pu le faire. Et honnêtement, là, je sais pas pour toi, Salim, mais j'ai l'impression que ça fait un mois qu'on s'est pas vu. Il y a tellement de choses. Je sais pas pour toi, j'ai jamais, dans toutes les années que soit je m'implique ou je travaille en politique, j'ai jamais vu autant de revirements, de twists puis des turns avant même qu'une campagne soit déclenchée. C'est fou. Ben oui, c'est malade. Puis le fameux vendredi où finalement on n'a pas eu d'épisode, c'est le fameux vendredi où Mark Carney, qui suite à son élection à titre de chef du Parti libéral du Canada, a été assermenté Premier ministre du Canada, Premier ministre non élu, rappelons-le, et il a dû former son cabinet, ce qu'on appelle au Québec un conseil des ministres, un conseil des ministres qui est passé de 37 sous M. Trudeau à 23 sous M. Carney. Il y a une sorte de conseil des ministres, un peu de guerre commerciale, on s'entend, avec des ministres qui ont des portefeuilles très précis, très importants pour mener les choses au moins pour les prochaines semaines, parce qu'on s'en va en élection. On est vendredi le 21 mars et les élections vont être déclenchées ce dimanche à midi selon les infos qui circulent dans les médias. Et revenons juste rapidement sur la formation du Conseil des ministres, M. Carney. Donc, tu sais, c'est toujours, quand un gouvernement est en train de gérer une crise, on essaye toujours de ramener à moins de ministres pour qu'il y ait moins de dispersion et que le focus ou l'emphase soit mis sur l'essentiel. Bon, tant mieux, c'est bien, mais on sait tous que c'est un gouvernement ultra éphémère parce que justement des élections vont avoir lieu et donc on ne sait même pas si ces gens-là qui sont devenus ministres vendredi dernier, s'ils le seront dans 5 semaines encore, on ne le sait pas. Mais important quand même de dire que pour le Québec, et oui, évidemment on va parler du Québec, on est Québécois, on vit au Québec, c'est comme ça. Pour le Québec quand même, on peut dire que moi, en termes d'influence, je trouve que le Québec en a pris. Il y a moins de ministres québécois autour de la table, mais il y en a moins dans toutes les provinces, même qu'il y a des provinces qui ne sont pas représentées. Mais par contre, au gouvernement fédéral, les 2 ministères les plus importants, qui sont les finances et les affaires étrangères, sont occupés par un Québécois et une Québécoise. Les finances par monsieur Champagne et les affaires étrangères par Mélanie Joly qui conserve ce dossier-là. Et vu l'urgence actuelle avec les menaces des États-Unis, le ministre qui est responsable des relations commerciales et des échanges avec les États-Unis, c'est un autre Québécois. Ah non, mais oui, de Gatineau, M. McKinnon. Ah oui, ça. Alors, M. McKinnon est là. Alors, lui, il ne s'occupe pas de commerce en tant que tel. On l'a reçu. Lui, il s'occupe d'emploi. Ah oui, c'est vrai.
Mais forcément, l'emploi, c'est très important dans le contexte, bien sûr, de la guerre commerciale. C'est qui a gardé le commerce? Non, le commerce, c'est monsieur, ce monsieur Leblanc, qui est néo-brunswickois, mais honnêtement, qui connaît tellement le Québec et ses particularités. On peut quasiment dire qu'il y a un peu de Québec en lui, en plus du fait, bien sûr, qu'il soit francophone, donc c'est quand même important, c'est pas rien, c'est un Acadien. Puis monsieur Guilbeault, qui était avec nous, il y a encore peu de temps, 2 semaines, est passé de l'environnement pour retourner au patrimoine. On l'appelle plus, par contre, le patrimoine. J'ai oublié c'était quoi l'appellation. Et qui reçoit aussi les fonctions de lieutenant du Québec pour M. Carney. C'est un peu étonnant. Et c'est un peu étonnant que ça lui ait été fourni, pas nécessairement parce que M. Guilbeault pourrait pas le faire. Pourquoi pas? Ça fait 6 ans qu'il fait de la politique. Il peut très très bien jouer ce rôle. J'ai pas de doute qu'il va le jouer. Mais c'était un peu étonnant parce que M. Duclos était un élu de Québec. Et on aurait pensé que la personne qui s'occupe des dossiers de Québec... des dossiers du Québec, comme lieutenant du Québec, pourrait venir de l'extérieur de la région de Montréal. Souvent, on pense ça. Mais je crois qu'on est rentré dans la logique un peu de M. Carney qui souhaite ramener son conseil des ministres à moins de ministres pour garder le focus. Malheureusement, ça fait en sorte qu'une personne quand même assez sympathique comme M. Duclos, qu'on a reçu ici, ait perdu son poste de ministre. Mais encore une fois, tout ça, c'est temporaire. Parce qu'on va le savoir. C'est soit les libéraux vont se faire réélire, puis M. Carney va devoir refaire un conseil des ministres. Et à ce moment-là, je peux croire assez logiquement qu'il va rentrer de certaines nouvelles figures. Soit les libéraux vont perdre, et de toutes les manières, écoute, si t'es plus ministre un mois avant ou un mois après, ça change pas grand-chose. C'est comme, voilà. L'autre chose, la première tâche de M. Carney, c'était de prendre l'avion puis s'envoler en Europe. Et ça, c'est quand même aussi particulier parce que normalement, les premiers contacts, c'est souvent avec les États-Unis. Évidemment, on connaît tous un peu ce qui se passe avec les États-Unis en ce moment. Moi, je vais dire une chose, Salim, parce qu'il a beaucoup été critiqué, M. Carney, puis moi, je fais partie de ces critiques aussi. Je vais pas me cacher. C'est pas M. Carney que tu critiquais, toi, c'était M. Trudeau ton préféré. Ouais, c'est plus M. Trudeau, ça, je l'avoue. C'est juste qu'il y a une fatigue de voir le Parti libéral, puis je dis rien contre les personnes, puis tu sais, on connaît beaucoup de libéraux. Mais comme tout électeur, dans ma tête, au moins dans ma perception, c'est que, est-ce qu'on peut avoir un changement, là, juste rafraîchir un peu le setting. Mais en tout cas, il s'en va pas aux États-Unis, il s'en va en Europe. Et même si je critique beaucoup ce parti-là, évidemment, M. Carney, il est de nouveau, on va voir s'il méritera mes critiques. Mais je lui donne raison. Je lui donne raison de ne pas aller aux États-Unis. Parce que tu te prépares à une élection. Tu sais que si tu t'en vas aux États-Unis, il y a un gros point d'interrogation. Comment va se passer cette rencontre-là? 2, tu sais même pas si tu vas être élu premier ministre. Donc, pourquoi même aller possiblement te faire humilier dans le bureau ovale? On a vu tout le chaos avec le président Zelensky de l'Ukraine. Et deuxièmement, pourquoi ne pas envoyer un message de force que, regarde, pas besoin de vous, je vais aller travailler à de nouveaux marchés en Europe. On sait très bien maintenant que l'Union européenne est en train de mettre sur place toute une stratégie. On a parlé déjà sur le balado de 800 milliards de dollars d'euros pour leur défense, plein de projets d'infrastructure. On parle de... Et en passant, j'ai lu quelque part aujourd'hui que le Canada souhaite faire partie de cette stratégie-là de renouvellement du militaire de défense, fait partie de ce 800 milliards d'euros. Il veut avoir une connexion là-dedans. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Évidemment, là, et ça, c'est où la plupart des critiques sont venues dans les médias. Tu t'en vas, tu vas passer, je pense, 2-3 jours en Europe. C'est pas le temps d'aller faire des photo-op, là. Si tu t'en vas, reviens avec quelque chose de concret, et je suis d'accord avec ça. En même temps, tu te prépares une élection. C'est pas mal comme image d'aller prendre des photos avec M. Macron, le roi, le premier ministre de l'Angleterre. Je suis pas convaincu qu'il est revenu avec quelque chose de concret non plus, là. Mais écoute, moi d'abord, tout ce que tu viens de dire, je suis pas mal
d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi. Normalement, un premier ministre du Canada, lorsqu'il est assermenté premier ministre du Canada, son premier voyage à l'étranger, il est soit aux États-Unis, soit dans un colloque international, une rencontre internationale, genre G7, G20, des choses comme ça, là, ou autre, de l'ONU ou des choses comme ça. Là, il a choisi de ne pas aller aux États-Unis. Puis je pense qu'il y a plusieurs explications à ça et je pense pas qu'il y en ait une qui est bonne. Je pense que c'est le mélange un peu de tout. D'abord, la première, tu l'as évoqué. C'est-à-dire que là, on est le voisin, on est l'ami, on est l'allié. On se sent insulté, on se sent trahi par les Américains. Et le message que ça envoie, c'est bon, regarde, puisque tu es plus fiable, moi, je vais essayer d'aller vers des gens qui sont un peu plus fiables. Je vais en faire en Europe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec M. Trump, c'est hyper compliqué de discuter parce que tu sais jamais vers où ça va. Ouais. Tu sais jamais comment ça sort. Tu sais jamais comment c'est stagé. Et ça rejoint un point que tu as déjà fait plusieurs fois sur ce balado, les fois d'avant, les épisodes auparavant. M. Carney, même s'il est légitime dans son rôle de premier ministre actuellement, c'est pas parce que tu es légitime que tu as pleine légitimité. Et la pleine légitimité, elle te vient lorsque tu te fais élire. Et donc, lui, d'une certaine manière, plutôt que d'aller comme une sorte de premier ministre non élu, discuter avec un bully qui se trouve être la superpuissance voisine, il attend sans doute d'aller en élection et il espère sans doute, bien sûr, les remporter. Et s'il les remporte, là, il est un premier ministre élu. Et là, dans ce cas-là, il a la pleine légitimité, c'est-à-dire la légitimité d'aller parler au nom de 41 millions de Canadiens et d'avoir un discours qui, je vais pas te dire dur, mais un discours qui est ferme, parce que t'as pas envie d'être faible face à un Donald Trump. Donc il y a ça. Puis l'autre aspect que tu amènes qui est extrêmement important, c'est peut-être le léger truc, ou peut-être pas qu'on diverge là, mais on peut discuter, c'est sur son voyage en Europe. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont critiqué pour dire, OK, fait que dans le fond, il est parti se prendre de jolies photos avec M. Macron, M. Starmer en Grande-Bretagne, pour se donner une espèce d'image de premier ministre, une image qu'il n'a pas eu le temps de bâtir puisqu'il ne faisait pas de politique avant. Puis il vient ici pour dire, bon, regardez, moi je suis prêt, je connais déjà les grands de ce monde. Est-ce qu'il y a de ça? C'est possible qu'il y ait de ça, George. Tu sais, en politique, c'est jamais 100% quelque chose ou 100% l'inverse. Ça se peut qu'il y ait un peu de ça. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est super responsable de se dire, bon, regarde, on va faire les choses par étapes. Tu sais. Par étapes, c'est, je gagne la chefferie, ce qu'il a fait le 9 mars, le dimanche. Quelques jours plus tard, le vendredi, il est assermenté premier ministre, il forme son cabinet. Il n'a pas attendu, il est monté dans l'avion direct pour aller en Europe. Il a rencontré le président de la France, le premier ministre de Grande-Bretagne, le roi d'Angleterre, qui est accessoirement notre roi également. Ouais. Tu sais, rencontrer j'allais dire le prince Charles, mais le roi Charles, c'est symbolique. C'est symbolique plus qu'autre chose, parce que ça ne change rien. D'aller voir ces gens-là pour leur dire, guys, bon, il se trouve que notre voisin, notre allié, notre partenaire est plus aussi efficace qu'il l'était. Pas juste avec nous d'ailleurs, mais aussi avec vous. Pour nous, ça nous fait plus mal parce qu'on est les voisins et parce qu'on a toujours été alignés avec eux. Mais aujourd'hui, on est capable de nous parler. Puis là, moi, quand tu me parles de l'article dont quand tu fais mention de l'article où on dit que le Canada est prêt à jouer un rôle dans une forme d'union militaire avec les Européens. D'abord, c'est très logique avec la position qu'on a par rapport à l'Ukraine et qui diverge avec celle des Américains, clairement, quand j'ai celle avec des Américains, avec celle de Trump, parce que c'est pas tous les Américains qui voulaient ça, on s'entend. Il y a ça, il y a le truc aussi que, là, c'est parce que pourquoi on va acheter pour des milliards et des milliards et des milliards de dollars, nous, de matériel militaire aux États-Unis, quand les Américains nous traitent de la manière dont ils nous traitent. Donc là, il y a 16, je crois qu'il y a 16 avions F-35 des Lockheed Martin, là.
bon, qu'on a déjà payé parce qu'on est censé les recevoir sous peu, je crois, ou incessamment, ou pas, qu'importe. Mais il y a toute une autre partie de la commande qui n'est pas payée, puis qu'on n'est pas obligé d'avoir, etc. Et là, on pourrait se ravitailler en Europe. Donc, au lieu d'avoir ce genre d'avion, des F-35, on pourrait aller chercher des Mirage français, par exemple. Non, pas des Mirages ou des Rafales. Le Mirage, c'est les anciens, je crois. Des Rafales. C'est la preuve que je connais pas grand-chose à ça. Mais à part les noms là, qui reviennent. Là, mais c'est pas juste le Canada. Il y a le Portugal aussi qui a mentionné qu'il ferait peut-être le même coup aux États-Unis. Exactement. Mais à la limite, les Portugais, c'est encore plus logique parce qu'ils font partie de l'Union européenne. Il y a un truc. Donc moi, tu sais, quand tu me dis il faudrait aller chercher quelque chose, pas juste des photo-op. Les photo-op, c'est important en politique. Mais il faut aller chercher autre chose. Mais moi, pour moi, ça fait partie des choses. Ça fait partie d'une stratégie de défense. On cogne à la porte, on est là. Oubliez-nous pas. Mieux que ça. Je m'excuse d'être long, puis je finis vraiment là-dessus, là, en une seconde. Là. Je vais te dire un truc. Moi, comme Canadien, je suis très content de ça. Je suis très fier de ça. Tu sais pourquoi? Parce que là, on s'en va en élection. Puis même si M. Poilievre gagnait les élections, puis ça sera la démocratie, ça sera ça. M. Poilievre pourrait devenir premier ministre. Bienvenue, M. Poilievre. Ben, M. Poilievre, il pourrait au moins bâtir là-dessus. Parce que peut-être que ces discussions-là avec les Européens, elles sont pas libérales, elles sont pas conservatrices, elles sont juste canadiennes. Exact. Donc, quelque part, peut-être que ce que M. Carney a fait, c'est mettre la table au prochain premier ministre, que ce soit lui-même ou que ce soit M. Poilievre. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et je pense que même si ce sera M. Poilievre, il n'y a pas d'autre choix que d'explorer ces options-là. Exactement. Si tu veux, on va passer un peu du fédéral au provincial, puis on va revenir, parce qu'évidemment, on ne peut pas ne pas parler d'une élection qui arrive là, dans 2 jours. Très rapidement, élection partielle dans Terrebonne. Aucune surprise, on a déjà parlé de ça dans le balado. Le PQ qui remporte le comté, Mme Catherine Gentilcorps qui l'emporte. Aucune surprise. Et qu'on invite. Mme Gentilcorps, on vous invite au balado. En passant, on a déjà eu des contacts avec Mme Gentilcorps parce que je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un moment donné, on voulait faire un petit segment avec les présidents de partis. Oui, que finalement, on n'a pas fait. Elle était présidente du parti. Elle était présidente du PQ, puis moi, j'avais échangé avec elle pour l'inviter, puis finalement, il n'y a rien qui s'est passé. Alors, on va clipper cette petite partie-là, puis on va la lui envoyer. Elle est la bienvenue sur notre podcast. Là, vous pouvez venir officiellement comme député. Bravo pour elle. Et je veux juste faire allusion à ce que Dimitri Soudas disait la semaine passée, où un des problèmes d'un parti qui se fait élire avec une super majorité, c'est que pendant 4 ans, ou si jamais il se fait élire pour un 2e mandat, donc une période de 8 ans au total, il y a un grand défi de convaincre la population, les électeurs, qu'on est toujours le parti de choix, alors qu'il va arriver des cas où des comtés se libéreront et naturellement, c'est pas ton comté, ça appartient à un autre parti. Il n'y a pas un comté qui appartient à un parti nécessairement, sauf que Terrebonne, c'est un parti péquiste, point à la ligne. Ils l'ont perdu, correct. Les électeurs ont envoyé un message au Parti québécois la dernière fois, en 2018, je pense. Et bon, je pense que les pendules un peu retournent à leur place. Et c'est ça que je trouve dommage. Et je me posais la question, on ne pourra jamais enlever la victoire à Mme Gentilcorps. Elle a gagné l'élection, bravo. Big time, là. Mais oui. Mais est-ce que c'est vraiment une défaite de la CAQ ou, comme je t'ai dit, est-ce que c'est juste, guys, OK, it's back to normal, votre comté vous est retourné et on continue. C'est juste dommage. Et je me rappelais, ça fait quoi, quelques jours maintenant que l'élection est passée? Je me rappelle constamment de ce que Dimitri disait. Puis il nous disait, et c'est dommage parce que là, M. Legault doit se défendre quand, normalement, il n'y a rien à dire. C'est un comté qui appartient depuis toujours au Parti québécois. Oui. Écoute, bon, d'abord, c'est sûr que Mme Gentilcorps, là, qui a gagné avec 54, je crois, je veux dire, regarde, c'est clair. C'est plus que clair. Mais tu as raison, parce que la CAQ a pas... C'était pas moche comme résultat. Je pense que le gars était à 32 ou un truc du genre. Oui, c'est correct, ouais. Non, mais tu sais, quand même, là, quand tu fais sortir 32% du vote, il y a des gens qui, pour moins que ça, ont déjà gagné des élections. Ouais. Donc, c'est pas... Bon, maintenant, 2 choses. La première,
Terrebonne, oui, on s'entend que c'est un comté qui, historiquement, était péquiste à l'Assemblée nationale, représenté par le Parti québécois. Historiquement, ça a pas mal toujours été le cas. C'est sûr que M. Fitzgibbon arrivait, profitait du momentum de M. Legault en 2018, puis il s'est fait un nom, puis il a été un personnage important dans le gouvernement de M. Legault, donc il s'est fait réélire sans problème en 2022. Puis là, ça revient au Parti québécois. Alors, pour certaines personnes, ils disent, bon, c'est naturel. Pour d'autres, moi, j'aime pas dire que c'est naturel. Et tu peux avoir... Oui, il y a des comtés qui sont plus faciles que d'autres pour des partis politiques. Mais le naturel, pour moi, c'est comme prendre pour acquis qu'une population va toujours voter pour le même parti, qu'il n'y a pas de changement dans la démographie. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand je dis changement dans la démographie, ça peut être un vieillissement de la population ou un rajeunissement de la population s'il y a eu des nouveaux ménages. Ça peut être une population plus diversifiée qui peut s'installer. Ça pourrait être des nouveaux Québécois, des immigrants, etc. Donc, ça peut changer le paysage de Terrebonne. Puis Terrebonne, il y a 30 ans, c'est pas vrai que c'est le Terrebonne d'aujourd'hui non plus. Ouais. Là, moi, je connais du monde qui sont en Terrebonne. Ils n'ont rien à voir whatsoever avec le Parti québécois. Mais donc, c'est pour ça que j'aime pas le truc naturel. Moi, je pense que le Parti québécois, un peu comme dans Jean Talon, mérite sa victoire. La mérite parce que on l'a dit très souvent et je pense qu'on l'a dit très tôt, surtout toi, je me souviens, il y a 2 ans quand on a lancé le podcast, tu avais déjà commencé à le dire, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir ici, a su se positionner son parti de manière à attirer la population. Puis il trône en haut des sondages depuis déjà 18 mois, c'est quand même pas rien. Maintenant, j'ai envie de te dire un truc. C'est-à-dire que même à l'époque du grand Parti québécois, je suis pas sûr qu'il faisait 54%. Ouais. Alors, il y a une raison à ça. Une partie de cette raison, George, ça s'appelle l'écœurement, la fatigue de la CAQ. Ouais. Puis la CAQ, ça fait pas 4 mandats qui sont là, mais on s'entend qu'il y a eu, dans leur premier mandat, la pandémie, où ils ont été surexposés. Et cette surexposition, elle contribue à l'usure du pouvoir. Ouais. Et on est là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués de la CAQ et il y a beaucoup de gens donc, qui ont voté pour le PQ comme étant le parti qui va assurément sortir la CAQ de cette élection partielle. Ouais. Il y aura la générale plus tard. Comme dans Jean Talon, d'ailleurs. Mais exactement. Ouais. Écoute, moi, je connais personnellement des gens dans Jean Talon qui ont voté pour M. Paradis, donc, qui est l'actuel député de Jean Talon. Écoute, George, là, c'est des gens que toi et moi connaissons. Il y a certains que toi aussi tu connais. C'est des libéraux. C'est des gens, écoute, des libéraux qui sont allés dans l'isoloir et qui ont voté pour le PQ. Mais à ce point-là, fatigué de la CAQ, ouais. C'était parce qu'ils voyaient que, j'aime pas dire ce mot-là en français, mais réalistiquement parlant, là, le parti qui, au moment X, pouvait sortir la CAQ de Jean Talon, c'était le PQ. Ouais. Et la même chose s'est faite dans Jean Talon, dans Terrebonne. La question que d'autres partis doivent se poser, et particulièrement le Parti libéral du Québec, qui n'a jamais gagné Terrebonne, mais c'est, et pourtant, par contre, qui a été historiquement toujours présent dans Jean Talon. Mm-hmm. C'est comment il va bien falloir à un moment donné que ça change, que les gens puissent te voir comme cette alternative-là. Ouais. Puis, juste, j'ai pas toutes les statistiques, mais je pense que le Parti libéral a fait comme 4%. 7 finalement? Bon. Je crois, en tout cas. Excusez-moi si je me trompe, mais il me semble que j'avais vu 7%. Ouais, le temps que moi je regardais ça, je pense que c'était tôt dans l'élection. Mais non, mais c'est important, parce qu'en bas de 5%, tu te fais même pas rembourser tes dépenses. Ah, c'est un bon point, ça. Donc, moi, quand je vérifiais, je pense que c'était quand même tôt, là, après les résultats, donc c'était comme un peu plus que 4%, 4,5%, une affaire de même. Et j'ai pris le temps de regarder un peu historiquement ce que le Parti libéral faisait dans ce comté-là, pas pour voir s'ils ont des chances, parce que comme tu as dit, le Parti libéral du Québec, d'après moi, ils ne gagneront jamais Terrebonne, mais juste pour voir s'il y a eu un changement dans l'appui
vers le Parti libéral du Québec et c'est pas le cas, Salim. C'est pas le cas parce qu'en moyenne, le Parti libéral du Québec dans Terrebonne, ils font environ 12 à 15%. Et puis je suis allé en arrière même jusqu'en 2008, je pense. Il y a eu des moments où ça a été un peu plus, d'autres moments un peu moins, mais jamais en dessous de 10-12%. 8,17, je l'ai là ici. Parfait. Mais tu as raison. Et sais-tu quoi? Normalement, le PLQ aurait dû être aux alentours de 10, 12, 15%. Admettons, je pense que 15%, ça aurait été un excellent score pour le PLQ. Un bon signe, il y a quelque chose qui bouge. Pour le PLQ, oui. Ouais. Non, mais 15%, c'est quand même très bon. Là. Pour le PLQ à Terrebonne, je suis pas en train de... Parce qu'au final, tu perds. Là, mais je veux dire, 15%, ça aurait été un très, très, très bon pourcentage. Bon, là, ils sont à un peu plus que la moitié, donc 8 et quelques. Mais moi, je pense que ce que je te disais juste avant, ça l'explique aussi. C'est-à-dire que, admettons que la population n'était pas super, méga, ultra convaincue que le PQ allait gagner ce comté-là. Y a du monde qui aurait peut-être voté libéral en se disant moi c'est le parti pour lequel j'ai l'habitude de voter ou que j'aurais voulu voter. Ça aurait fait en sorte que la candidate, qui paraît est très bonne, une fille du coin qui connaît bien le coin, etc., aurait fait genre peut-être 10 ou 11%. Mais cette différence de 2-3% qu'on attendait au PLQ ne s'est pas faite en raison du fait que actuellement le parti que les Québécois voient comme une alternative à la CAQ, c'est le PQ. Mais ce qui est quand même assez bizarre, c'est que le PLQ, mais c'est peut-être en raison du fait qu'ils n'aient pas de chef encore, on verra après le 14 juin prochain, n'arrive pas à s'imposer comme parti d'alternative. Et pourtant, c'est quand même un peu fou, hein. Parce que le PQ et la CAQ ont tellement en commun. Ils ont tellement en commun. Je veux dire, ensuite, on peut toujours essayer de trouver des différences, mais tu peux toujours trouver des différences partout, là, mais ils ont tellement en commun. D'ailleurs, Denis Coderre, qui est très coloré, qu'on a déjà reçu ici, je ne sais pas si tu te souviens, mais je pense que c'était sur le balado qui nous l'avait dit, ou peut-être dans le corridor, il disait, la CAQ et le PQ, c'est comme l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vais dire quelque chose un peu méchant, mais c'est pas moi qui le dis, mais parce que c'est ce qu'on a constaté concernant Québec solidaire dans cette partielle-là. Et c'est même la candidate de Québec solidaire qui est sortie publiquement pour dire que j'ai eu littéralement aucune aide de Québec solidaire. Personne s'est pointé le nez ici. Les candidats, c'est pas étrange ça dans une élection, le jour de l'élection, que aucun candidat soit là, personne pour faire des appels, faire du porte-à-porte, même pour les photos, là, tu comprends, même pour dire hey, on est ici, on t'appuie, à rien du tout. Et moi, je donne crédit à cette candidate-là d'avoir eu le courage de dire guys, franchement là, vous étiez où? Et je fais juste ça parce que je veux faire un pont à ce qui s'est passé chez Québec solidaire cette semaine, hier notamment. Vas-y, oui. Juste avant, sur ton point, Madame Rouba Gazal, qu'on a déjà reçu ici, Rouba a dit que, généralement, Québec solidaire choisit certaines de ses batailles, puis électoralement parlant, c'était pas payant pour eux d'aller là. Je trouve ça très dommage et très triste qu'on dise ça, parce que, d'abord, c'est une façon de dire quasiment... En fait, tu choisis tes électeurs, finalement. Là, je veux dire, tu fais la différence entre un comté et un autre, pardon. Tu fais une circonscription et une autre. Tu fais une différence aussi entre... je veux dire, dans le fond, t'envoies un mauvais message. Moi, je vais dire une chose, Salim. Logiquement, parce qu'on a travaillé en arrière-scène on sait... Elle a pas tort, tu comprends? Parce qu'elle sait que les chances sont pas là. Mais, quel message est-ce que tu envoies à tes militants? Tu comprends? C'est ça le message. Même si tu crois que tu ne pourras jamais gagner ce comté-là, au moins sois là pour encourager les militants que eux, pendant 30 jours, se fendent le cul là, pour tu comprends? Mais quand tu dis nous qui avons déjà été dans les corridors, on a déjà vu ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi en termes notamment de dépenses électorales. C'est-à-dire que t'es pas obligé de mettre le maximum de dépenses électorales dans un comté que tu sais déjà perdant. Ça sert à quoi de faire de la publicité dans des journaux locaux si tu sais que tout le monde va déchirer ta page et jouer avec jeter ça dans la corbeille. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, je le comprends en termes
financiers. Mais honnêtement, sérieusement, ils sont... combien à l'Assemblée nationale? Ils sont 12? Ouais, 12, ouais. Mais là, si t'es 12 là, à l'Assemblée nationale, tu peux quand même demander, et en plus de ça, ils sont... Allez, on voit peut-être pas Sol Zanetti qui est à Québec, à Terrebonne. Mais la majorité sont à Montréal. Mais c'est ça, la majorité sont à Montréal. Ouais. Voyons donc, tu peux quand même, une fois par semaine, il y en a un ou deux là, qui vont là, tu sais, je veux dire, ça se fait. Tu sais, voyons donc. Honnêtement, ça, je te le dis, c'est un peu décevant parce que, tu sais, Québec solidaire, il y a bien des choses qu'on peut leur reprocher, là, tu sais. Mais il y a une chose que moi, je leur aurais jamais reproché, c'était le fait que... de ne pas être solidaire? Non, mais il y a un truc que je leur ai jamais reproché, c'est que, tu sais, il y a de la conviction, ils sont là, ils essayent, ils parlent avec tout le monde, même si c'est difficile pour eux, etc. Puis là, ils nous font la démonstration que dans le fond, ben, regarde, Terrebonne, impossible qu'on gagne ça, on s'en fout, on le fait pas. Puis là, t'as une candidate, moi, si j'étais la candidate de Québec solidaire, là, je me représenterais pas. Non. Pas juste la candidate, Salim. Les militants, les bénévoles. C'est ça. Tu sais, le message... En tout cas, on va puis c'est dur, en plus, tu sais, pour eux, là. Tu sais, dans une banlieue montréalaise, là, pour Québec solidaire, c'est dur, là, tu sais. Oui. Alors, oui, il aurait fallu les encourager. Parlant de Québec solidaire, une autre grosse annonce cette semaine, Gabriel Nadeau-Dubois, on rappelle que juste avant les fêtes de Noël, il avait annoncé qu'il allait prendre un peu de temps parce que sa conjointe avait donné naissance à un petit bébé, donc congé parental pour Gabriel Nadeau-Dubois. Tout le monde se disait à l'époque, Salim, que bon, comment est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois va revenir? Est-ce que c'est vraiment une pause parentale? Oui, on s'entend qu'il s'en va s'occuper de sa famille, mais est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est un temps prolongé de réflexion pour son futur, etc. Finalement, on a eu la réponse hier. Gabriel Nadeau-Dubois qui a fait une conférence de presse dans laquelle il annonce que tout de suite, immédiatement, il démissionne comme porte-parole ou co-porte-parole de Québec solidaire et qui finira son mandat jusqu'en 2026 et ne se représentera plus. Moi, je vais dire une chose, là. Je ne me vois jamais appuyer cette partie-là. Évidemment, on est complètement opposés idéologiquement. Gabriel Nadeau-Dubois, quand il avait annoncé en 2015, je pense qu'il est rentré dans une partielle. 17. En 17, il est rentré? Ouais, 2017. OK. Tu sais, c'était comme la loterie, là. Tu comprends, pour Québec solidaire. Puis on le savait tous. Le gars, il était talentueux. On l'a tous vu durant les manifestations étudiantes. Ce gars-là avait un talent. Et on savait que si lui, il saute en politique, là, le parti qui va le recevoir, ben, c'est un thumbs up. Bravo. T'sais. On savait que ça allait pas être les libéraux. Mais il avait fait le choix de Québec solidaire. Puis honnêtement, on s'entend que la dernière élection n'a pas bien été pour lui, mais moi, je pense que si aujourd'hui Québec solidaire ont 11 députés, je pense en grande partie, c'est peut-être à cause de lui aussi. C'est le fait que c'est un jeune, il paraissait bien, il parlait bien, ils l'ont mis tout de suite qu'au porte-parole. Je pense que ça les a aidés beaucoup. Et là, je pense à Québec solidaire, puis je veux pas porter jugement là aux gens de Québec solidaire, mais je me demande... Ils s'en vont où, Québec solidaire? T'sais, ils s'en vont où? Il y a des problèmes à l'interne. On a vu pendant la dernière année ou les 2 dernières années des démissions, des chicanes, de ci, de ça, des affaires qui ne marchent pas. Et je me demande qu'est-ce qu'ils font chez Québec solidaire? Ils s'en vont où? Et est-ce que le temps est venu de peut-être faire les changements qui sont nécessaires que Gabriel Nadeau-Dubois, dans le fond, il parlait de ça. Et on ne parle pas de changement idéologique. Non, le parti, ce qui est bon pour un parti, c'est de garder une constance dans son idéologie. Bravo, gardez ce que vous pensez. Mais la mécanique, là, la structure du parti, la façon que les choses fonctionnent, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ben, moi, j'invite les gens qui nous écoutent en ce moment à aller écouter le très bon balado qu'on a eu avec Gabriel Nadeau-Dubois. Puis, honnêtement, j'avais adoré quand il était là. On a eu une très belle discussion. Puis oui, effectivement, on est diamétralement opposés dans les idées politiques et
ça c'est sûr. Tu sais, je veux dire, particulièrement économique, bon, social aussi, mais il y a peut-être des choses où un libéral classique comme moi et un gars comme lui pourraient peut-être se croiser. Là, tu sais, c'est plus dans le rejet du comment je vais te dire, dans le rejet de l'extrémisme identitaire, parce qu'il y a cet extrémisme-là aussi qui existe. Mais comment je vais dire ça? Il est brillant. Puis, toi et moi étions dans le gouvernement Charest à l'époque là, des casseroles. Là. Puis, la raison pour laquelle on l'aimait pas beaucoup, c'était parce qu'il était brillant. Et forcément, quand tu es brillant, ben, tu es forcément plus dangereux. Ouais. On n'était pas d'accord avec lui. Pas juste pour le goût de ne pas être d'accord avec lui, mais parce qu'on pensait vraiment que c'était la bonne chose à faire, ce qu'on voulait faire, là, notamment sur les questions des frais de scolarité, etc. Puis on ne voulait pas aller frapper un mur. Bref, on ne refera pas l'histoire, mais il est brillant. Et les échanges qu'il a eus avec François Legault, franchement, c'est parmi les plus beaux échanges qu'on a eus en politique dans les dernières années, notamment parce que Gabriel Nadeau-Dubois avait comme porté le costume d'un chef de l'opposition officielle sans être chef de l'opposition officielle, d'être un deuxième parti d'opposition. Puis Gabriel a peut-être pas fait gagner de nouveaux sièges à Québec solidaire. En fait, techniquement, il lui en a même fait perdre un, puisque Émilie Lessard-Terrien avait perdu celui d'Abitibi-Est. Ouais. Mais ils ont gagné les partiels. Mais ils ont gagné une partielle, notamment celle de Saint-Henri-Sainte-Anne suite au départ de Dominique Anglade avec Clichy-Rivard. Mais au final, ils sont restés 12 députés. Donc, comme en 2018. Puis, moi, j'ai quand même envie de dire un truc. On s'en fout du fait qu'il ait pu perdre peut-être un siège pendant son élection et qu'il n'en ait pas gagné d'autres. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si ça n'avait pas été Gabriel Nadeau-Dubois qui avait fait la campagne de 2022, même si ça n'a pas été une bonne campagne, tu te souviens la taxe orange. La taxe orange, puis leur truc farfelu en économie, puis bref, ils ont pas fait une bonne campagne, là, on va se le dire. Mais malgré ça, si ça n'avait pas été de lui, il serait retombé à 4 ou 5. Je suis d'accord avec ça. Et moi, je pense que c'est son éloquence, c'est son énergie, c'est son respect. Parce que nous, on l'a connu, il n'était pas très respectueux. Non. Quand il était dans il n'était pas mal élevé ou quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est pas mon point, là. Mais il n'était pas très respectueux dans le sens que, tu sais... Bref, on ne refera pas l'histoire, là, il s'en va, on veut dire juste les bonnes choses. Mais par contre, il a démontré un respect pour les institutions, pour les médias, pour les collègues de l'Assemblée de tous les partis politiques, etc. Moi, je pense que la politique québécoise perd un bon joueur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Question très rapide, parce qu'on a plein d'affaires à discuter. Hier, il fait sa conférence de presse. Immédiatement, moi, je pense, l'élection 2026, c'est qui va faire le débat? Premièrement, c'est qui vont choisir comme l'autre co-porte-parole? Ou est-ce qu'ils vont choisir un autre co-porte-parole? Est-ce qu'ils vont finalement réaliser que, bon, ça ne nous prend pas deux, là. On a une personne, elle siège à l'Assemblée nationale, elle s'appelle Rouba Ghazal, that's it, that's all. C'est notre chef, OK? Mais en tout cas, ça, c'est un point d'interrogation. On ne peut pas répondre à ça. Mais je me posais la question, Salim, en 2026, puis s'il y a une chose là, qu'on doit accorder à Gabriel Nadeau-Dubois, les débats durant l'élection étaient quand même excitants. Le gars, il savait comment défendre ses points. Il était bon, on vient de le dire. Est-ce que Rouba Ghazal, avec tout le respect, là, est-ce qu'elle sera à la hauteur de faire un débat comme Gabriel Nadeau-Dubois, de convaincre les électeurs que on est un choix crédible, on est une alternative aux autres partis que vous votez Québec solidaire. Et je suis pas sûr. C'est une excellente question. Et regarde comment je vais t'y répondre. On l'a entendu souvent. Hein. Gabriel Nadeau-Dubois a essayé de faire un virage pragmatique à l'intérieur de Québec solidaire. Donc, de faire évoluer Québec solidaire d'un mouvement de contestation
vers un parti politique potentiellement capable de prendre le pouvoir et de changer les choses à la manière dont il le voit. Et là, tu as deux types. En fait, c'est un dilemme cornélien là, pour eux autres. Si tu veux être dans la contestation, ça te prend un type de personne. Puis si tu as envie d'être dans le parti de gouvernement, c'est un autre type de personne. Rouba Ghazal, qui est brillante, soit dit en passant, belles études, femme intelligente. Même chose, hein, c'est Québec solidaire. Hein, c'est-à-dire que je partage aucunement ses positions. Et on a eu l'occasion de la recevoir ici. Ouais. C'était intéressant comme discussion, mais tu sais, je veux dire, nous, on parle avec tout le monde parce qu'on respecte tout le monde, puis tout le monde a de bonnes idées sur ce podcast-là. Mais en réalité, c'est qu'on partage pas grand-chose. Mais est-ce qu'elle pourrait faire le débat des chefs? Si on est dans un parti de contestation et donc l'image est plus importante que le reste, ça se peut bien que oui. Mais en même temps, soyons honnêtes avec nous-mêmes, George, la seule personne qui avait le profil du gars qui pouvait mener ce parti politique petit à petit à devenir un parti de pouvoir, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Et puis là, est-ce que c'est pas vrai que les autres sont plus capables? Et donc, au milieu des 11 qui restent, 12 avec Gabriel, mais au milieu des 11 autres solidaires, je ne vois pas en quoi Rouba Ghazal serait moins bien préparé à cet exercice-là que d'autres. Mm-hmm. Puis c'est un parti féministe. Donc, ils encouragent aussi la présence de femmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas d'hommes. Hein, la preuve, Gabriel en est un. Mais, donc, tu sais, moi, j'ai comme l'impression qu'on s'en va vers, oui, Rouba Ghazal qui va mener Québec solidaire à la prochaine campagne et qui sera au débat des chefs. Et si, par je ne sais quel miracle qui n'arrivera pas, Québec solidaire venait à prendre le pouvoir, elle deviendrait de facto première ministre du Québec. Évidemment, on est dans la théorie. Je ne pense pas un instant que ça va arriver. Mais voilà, c'est le schéma qui est en train de se dresser devant nous. En tout cas, on va leur souhaiter tout le meilleur parce que je pense que le départ de Gabriel Nadeau-Dubois va amener le parti un peu dans un creux. Mais tu sais, il y a des personnes... encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est sans être d'accord, on peut les trouver quand même relativement bons. Tu sais, Clich-Rivard, tu sais, il est pas pire, là. Tu sais, c'est sûr que il n'a pas le même degré d'éloquence qu'un Gabriel Nadeau-Dubois, mais tu sais, je veux dire, il est capable d'avoir du très bon contenu, il est capable... bon, c'est sûr qu'il est nouveau, relativement nouveau en politique, en 2023, donc c'est quand même assez récent, donc il va falloir que ça se travaille un petit peu. Il y a Alexandre Leduc, mais est-ce qu'Alexandre Leduc, c'est quelqu'un qui se voit là? En tout cas, moi, personnellement, je ne le voyais pas nécessairement dans ce rôle-là, mais bon, peut-être qu'il a de l'ambition là-dedans. Il y a des gens qui disent Vincent Marissal, je serais très surpris, d'autant plus qu'il ne représente pas nécessairement le cœur de Québec solidaire, hein, et je pense que lui, c'est l'aile droite de Québec solidaire. Ouais, c'est ça. Tu vois? Puis à côté de ça, bon, ça pourrait être une autre femme, ça pourrait être Madame Labrie, Christine Labrie, qui est députée de Sherbrooke, qui a déjà pensé, qui a déjà été à la chefferie, au co-porte-parole, la course au Sauf que selon le règle, ça prend un homme puis une femme. Donc, c'est juste ridicule. Ouais. C'est juste la structure avec laquelle le parti est fait que ça n'a juste pas de sens. Ben, juste pas de sens à nos yeux parce qu'on le voit pas comme ça. Mais à la base, c'est un parti, donc c'est une organisation, c'est une gang de personnes qui ont décidé entre eux que ça va être comme ça. Alors nous, on peut trouver ça ridicule, et puis c'est là, probablement parmi les 1000 raisons pour lesquelles on vote pas pour eux, celle-là se trouve là, parce qu'on trouve un peu ridicule leur structure. C'est pas la raison principale, mais quand même, parce que ça dégage quelque chose. Mais il se trouve qu'il y a quand même des gens qui, démocratiquement, ont décidé « OK, ça va se passer comme ça. » Ouais. Non.
Est-ce qu'on a le temps de faire les deux autres petites affaires avant de parler de l'élection générale? On peut faire ça vite, là. SACLIC. On a déjà parlé de SACLIC un peu, mais quand le tout a commencé, là, on a parlé de la démission d'Éric Kerr, comme quoi il n'y avait pas d'autre choix. C'est lui qui s'est trouvé dans le pétrin un peu. Mais là, avec toutes les informations qui sortent, Salim, là, sur SACLIC, on apprend que c'est un peu... Il y a des doutes sur ce que le gouvernement nous disait qu'il n'était pas au courant, avec toute l'information qui sort. Là, la pression est sur les épaules de François Bonnardel, qui, selon les dernières informations, non seulement il était au courant, mais il fait partie d'une rencontre du comité d'administration et apparemment, il a été frustré. On ne sait pas, on n'a pas les informations parce que la CAQ a fait une chose intelligente. Ils ont appelé, ils ont lancé la commission publique sur SACLIC. Et ça aussi, on en parlait. Devant une crise de même, là, t'as pas d'autre choix. Tu lances la commission d'enquête, tu te laves les mains, garde, puis on l'a dit, et c'est ce qui se passe. Toutes les questions durant la période de questions, la réponse est la même. Laissons la commission faire son travail. Laissons la commission faire le travail. On va pas faire tout le débat ici dans le public, alors que c'est la meilleure stratégie, c'est la meilleure, entre guillemets, excuse d'éviter de parler de ça et de rentrer dans les détails parce qu'il y a une commission maintenant qui va s'en occuper. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va sortir de cette commission-là. Mais les partis d'opposition, ils continuent et ils continuent avec la pression. Et ça chauffe pas mal pour M. Bonnardel. Si vraiment ça s'avère être vrai qu'il était au courant en 2021 alors que c'était lui le ministre des Transports, I don't know. Écoute, je rentrerai pas dans les détails parce que, encore une fois, quand c'est couvert en long, en large, en travers dans les médias, je préfère que les gens aillent écouter les topos des journalistes pour pas qu'on influence mal les gens, là. C'est toujours le risque avec les médias alternatifs comme les nôtres, là, comme les podcasts. Donc, messieurs, mesdames qui nous écoutez, allez vous renseigner sur la question de SACLIC puis qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un excellent article du Devoir d'avant-hier, donc de mercredi le 19, mercredi 19, qu'il faudrait aller lire pour mieux comprendre. C'est sûr que M. Bonnardel, malheureusement pour lui, se trouve dans une situation un peu délicate, un peu pénible. C'est un peu dommage parce que il ne s'agit pas ici de son intégrité. Son intégrité n'est pas remise en question. Mais disons que je sais pas, ils n'ont pas choisi nécessairement la meilleure gestion de crise dans ce dossier-là, parce que lorsque tout ça a été révélé par la vérificatrice générale, au lieu de dire, on a vu ça, on a essayé de mettre ça en place, on a essayé d'améliorer ceci, on a essayé d'améliorer cela, etc. Ils sont allés sur... nous, on n'était pas au courant, on n'a pas mis au courant, on est fâchés, on est frustrés. Ils nous ont tous bluffés, vous, les oppositions, nous, le gouvernement. Bref, tous ces méchants fonctionnaires, blablabla, de SACLIC, là, ils nous ont tous eus. Ouais. Ça, là, c'est la pire des défenses. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a des choses qui vont sortir par après, qui vont mal te faire paraître. Ouais. Penses-tu un instant que lorsqu'un ministre, quel que soit le parti politique qui est au pouvoir, que ce soit les libéraux, les péquistes, les caquistes, ce que tu veux, qui s'attaque à la fonction publique, tu crois que la fonction publique va se laisser varloper en gardant ses bras croisés? Eh bien non. Il parle aux journalistes, il les feed en info, il leur donne les présentations PowerPoint qui ont été faites aux ministres, ils disent qui était présent, parce qu'ils ont des rapports de chaque rencontre avec les ministres, etc., qui était présent, le directeur de cabinet, quel conseiller, quelle autre personne, blablabla, etc. Ils donnent tout ça aux journalistes. Puis là, les journalistes, ils sont armés avec des preuves. Puis ils disent,
Et en plus, ils ont même les réactions du ministre. Parce que là, ils ont dit le 28 septembre 2021, le ministre, quand il a appris ça, il était hors de lui, tellement il était hors de lui qu'il a demandé à ce que tous les mois, on lui fasse rapport. Mais ça, c'est bien. C'est bien qu'un ministre fasse ça. Mais lui, il a menti en disant que il savait pas du tout. Fait que là, tu comprends que là, quand les journalistes se retrouvent avec ça, que là, tu passes 2 clips à la télé, celui où il dit j'ai rien vu, j'ai rien su, j'ai rien entendu, avec un autre clip qui vient prouver qu'il savait, ben, qu'est-ce que tu penses que les gens vont croire? Là, ça l'affaiblit, puis c'est dommage parce que M. Bonnardin n'est pas nécessairement, tu sais, je veux dire, moi, je le juge pas, là, tu sais, dans le sens que c'est pas un mauvais ministre, là, tu sais, je m'excuse, là, Éric Kerr, c'était pas bon, là. Ouais. Mais, tu sais, Bonnardel, quand même, c'est pas Éric Kerr, là. Tu sais, bon, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire, tu le sais qu'il y a un dépassement de coût faramineux. Il y a quelque chose que ce gouvernement-là n'a pas fait. Est-ce qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils l'ont échappé? Ou ils l'ont pas fait parce qu'il y avait une bonne raison? Ça c'est le genre de choses qu'on ne sait pas. On va peut-être mieux le comprendre dans la commission d'enquête publique. Mais là, commission d'enquête publique, tu as raison. Tu peux essayer de pelleter ça là-dedans. Mais la réalité, là, puis on a déjà été au pouvoir pendant la commission Charbonneau, par exemple. Puis même avant ça, la commission Bastarache. Oui, c'est ça. Mais à la limite, dans Bastarache, c'était très niché. C'est très spécial. Mais tu sais, commission Charbonneau, c'était long, puis c'était large. C'était, tu sais, commission Charbonneau, là. Tu sais, c'est pas vrai que quelque chose va être dit à la commission, puis que les partis d'opposition vont pas prendre le relais puis poser des questions au Parlement. Ouais. Ben maintenant, la CAQ, elle est passée, en fait, du parti d'opposition qui posait des questions sur le contenu d'une commission d'enquête à un gouvernement qui doit répondre aux questions sur ce qui se dit dans la commission d'enquête. Ouais. Donc, écoute, regarde, c'est comme ça. C'est juste que, tu sais, souvent, quand un parti est au gouvernement, il dit aux gens de partis d'opposition, attention, vous savez pas ce que vous dites. Quand vous êtes au gouvernement, c'est pas aussi simple que vous pensez. Quand vous êtes dans l'opposition, vous gérez rien, vous faites juste poser des questions et critiquer. Mais quand tu es au gouvernement, c'est pas facile de gouverner. Qui a dit que c'était facile? C'est pas toujours des moves intelligents. Puis parfois, tu fais des moves, tu penses qu'ils sont intelligents, mais ils sont pas intelligents. Ouais. Mais ça veut pas dire que t'étais mauvais. Mais ça donne que c'est ça. Mais personne ne veut prendre le blâme de personne. Et ça les pousse à mentir, puis ça donne ces résultats-là. Et encore une fois, on va finir pour passer à l'élection fédérale qui s'en vient. Il faut donner crédit aux partis d'opposition de tout ce travail qu'ils ont fait pour exposer ces affaires-là dans ce dossier-là. Surtout Monsef Déragi là, qui a fait un travail phénoménal. Là, puis, regarde, c'est ce qu'on disait je sais pas quel épisode, là, mais en opposition, là, tu as une chance unique de stand out, comme on dit, là, de vraiment montrer que tu as quelque chose de spécial comme député, comme parlementaire, et que tu as un talent, et je pense que Monsef, il le démontre depuis le début. Là, tu sais. Ben, au-delà de l'éditorial que je peux faire en disant que effectivement c'est de la bonne job qu'il fait, au-delà de l'éditorial, regarde ce que en décembre dernier, la presse, lorsqu'ils ont fait leur truc là, sur les députés, là, il était député, parce qu'ils font une espèce de vote, là, puis les députés, les 125 votent là, pour parlementaire de l'année, etc. Ben, Monsef faisait partie des 3 lauréats au même nombre de votes que Marois Risky et Simon Jolin Barrette pour parlementaire de l'année. Ouais. Donc, moi, je pense pas que tes pairs votent pour toi comme parlementaire de l'année si tu fais une mauvaise job. Ouais. Moi, je crois qu'il fait une bonne job. Mais bon, c'est ça. C'est bien que tu le soulignes. Et en fait, c'est bien que tu soulignes le fait que tu peux être un député efficace, ouais. Important, y compris dans l'opposition. Ouais. Et malheureusement, le rôle de député n'est pas assez valorisé. Et j'espère qu'un jour, on va trouver une formule pour faire en sorte de davantage valoriser la job de député. Parce que la job de député, ça ne devrait pas être
je m'en vais me lever quand c'est le temps de voter, m'asseoir quand c'est pas le temps de voter, d'aller dans une commission, bailler aux corneilles. Tu sais, je veux dire, parce que tout est déjà fait d'avance, surtout quand c'est des gouvernements majoritaires, etc. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est plus que ça. Puis nos élus méritent plus de respect que ça, etc. Mais il faut que le système aide les députés aussi. Aujourd'hui, les députés qui se distinguent tant à la CAQ au gouvernement que dans les oppositions, c'est des gens qui veulent travailler parce qu'ils vont au-delà des limites du système. Alors, ça veut dire qu'il va falloir mettre à jour un peu notre système. Ouais, je suis d'accord. Passons finalement à l'élection fédérale qui arrive. Elle sera déclenchée ce dimanche. Donc aujourd'hui, c'est vendredi alors qu'on enregistre. Donc vous allez l'écouter demain, samedi. Donc demain, on sera officiellement en élection. Et c'est ça que je disais au début, Salim. J'ai jamais vu autant de revirements, de turns and twists, comme on dit en anglais, avant même qu'une élection soit déclenchée. Écoute, l'idée que les conservateurs, il y a un mois environ, 2 mois, étaient garantis majoritaires, super majoritaire, et qu'aujourd'hui, les libéraux, si l'élection serait demain, formeraient un gouvernement majoritaire. C'est fou, j'ai jamais vu une affaire de même, donc il faut vraiment donner aux libéraux le crédit ici. Il faut donner le crédit à Donald Trump. Oui, mais en même temps, les libéraux ont su vraiment profiter de ce scénario-là pour mettre toutes les chances de leur bord. T'sais, ils ont vraiment fait une bonne job. Puis je te partageais justement des messages que j'avais avec un sénateur qui me disait, il faut leur donner ce qu'on doit leur donner. Puis ils ont profité d'une crise pour complètement virer de bord et se trouver aujourd'hui devant dans les sondages. Et ouais, je sais pas ce que tu penses de ça, mais... Écoute, oui, tu as raison. La chance, il faut être prêt à la saisir. Puis les libéraux, tu peux leur donner le crédit d'être capables de saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Ça, c'est vrai. Mais il reste que il y a encore 3 mois, on parlait peut-être de la plus large majorité de l'histoire du pays pour M. Poilievre et les conservateurs. Ouais. Je te dis pas que ça va pas arriver nécessairement, hein, les élections nous le diront, mais les sondages ont spectaculairement changé. Alors, oui, à M. Trump, c'est le premier critère. S'il n'y avait pas eu M. Trump, M. Poilievre serait encore loin devant dans les sondages et aurait fait un super majoritaire. Ça, je suis convaincu de ça. Ensuite, oui, il y a la capacité des libéraux à bien se positionner dans ce chaos-là. C'est un parti de gouvernement. C'est le parti qui a le plus souvent régné au Canada, donc gouverné au Canada. Donc, c'est un parti qui, dans son ADN, sait comment se positionner. Donc ça, c'est vrai. Mais il y a un troisième aspect qu'il ne faut pas négliger. Et puis sérieusement, George, c'est ce qui me chagrine un peu. Moi, tu me connais, George, je suis un peu idéaliste. Tu sais, les idéalistes, ils sont toujours un peu frustrés. Tu sais, donc, moi, c'est le bout qui me frustre un peu. Moi, la raison pour laquelle je voulais que M. Carney arrive, c'est parce que je voulais d'une vraie élection où les Canadiens allaient avoir un choix entre libéraux et conservateurs, entre M. Carney puis M. Poilievre. Pas de dire, bon, ben, l'élection, elle est gagnée d'avance. Tu sais, ça, c'est plate quand même. Donc, je te dis, c'est l'idéaliste en moi. Puis aujourd'hui, moi, quand je vois que c'est les libéraux qui sont devant, c'est pas que je désire leur perte ou que je veux nécessairement voir les conservateurs gagner. Mais dans la même logique où je veux qu'il y ait une vraie bonne course, durant cette campagne électorale générale, c'est que je trouve parfois que les conservateurs se font du tort à eux-mêmes. Ouais. Les conservateurs ont tellement de bonnes choses à offrir au pays. Il y a de bonnes choses. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi, c'est correct. Mais les conservateurs, que ce soit dans leur esprit sur les finances publiques, que ce soit sur les questions de loi et l'ordre, moi je trouve que c'est quand même important dans les questions de sécurité, etc. Tu sais, je veux dire,
C'est toujours ça. Mais tu sais, la dernière fois, Dimitri Soudas, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous dit, ouais, mais là, il y a toujours une suspicion que le conservateur va faire quelque chose de mal, etc. Mais cette suspicion-là, il a raison de dire qu'elle existe. Mais c'est les conservateurs qui l'alimentent. Il faudrait aux conservateurs de rassurer les gens, de dire, voilà, c'est quoi notre plan. Puis leur plan a plein de bon sens. Tu sais, le gros bon sens dont il parle. Ouais. Il y a plein de bon sens. Il n'y a pas juste du mauvais là-dedans, là. Mais à côté du bon sens, il y a autre chose. Ils viennent titiller. Tu sais, un gars comme moi, là, j'aurais, tu sais, qui suit genre un swing voter, si tu veux, là, à la limite, là, j'ai envie de te dire, au fédéral, à tout le moins. Tu sais, j'aime pas ça quand je lis dans les journaux. Ils vont pas avoir de médias avec eux dans l'avion, puis dans l'autobus, puis qu'ils vont prendre leurs propres images, puis ils vont les envoyer aux médias nationaux pour... Fait que dans le fond, ils veulent contrôler les images, ils veulent contrôler le son, ils veulent contrôler ce qui est dit. Ils vont envoyer que ce qu'ils veulent, pas ce qu'ils veulent pas, que ce qui marche, pas ce qui marche pas. Ils vont mettre plus de temps et d'efforts dans tel truc et dans tel autre truc. Ils vont tout calculer d'avance. Tu sais, tout le monde le sait. Mais moi, quand j'apprends ça, je me dis, hey, c'est-tu plate? Ouais. Tu sais, je veux dire... Mais parlons justement de ça. Et premièrement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis on a eu ces discussions-là, en privé, là, la stratégie de communication des conservateurs. Puis on ne veut pas dire ici qu'ils n'ont pas des bons gens, là, parce que on voit tout le marketing derrière Poilievre, puis c'est magnifique, là. Tu sais, les vidéos, puis les mini-documentaires qui ont publié. Ils font une job phénoménale. Mais tu aurais pensé que comme équipe, et dans les communications, qu'on verrait beaucoup plus que Poilievre. Tu sais, ça fait quoi? Des mois maintenant qu'on essaie de voir des conservateurs sur le balado pour échanger, pour avoir une discussion. On ne peut pas. C'est pas juste nous, là. Tu sais, nous, on n'est rien. On est un petit balado dans mon sous-sol à Brossard, tu comprends? Mais on regarde les grands réseaux de médias, puis il n'y a pas beaucoup de conservateurs. Au Québec, on a juste Paulus, là, qui sort puis qui fait des commentaires. Donc, je sais pas si c'est un mot d'ordre qui vient du bureau du chef que on se concentre à moi, c'est mon image, puis on veut limiter les dégâts, on veut contrôler notre message, donc c'est juste moi qui va livrer ça, puis quand les élections arriveront, ben on verra. Je pense que c'est mauvais. Puis moi aussi, quand j'ai entendu qu'ils n'allaient pas avoir une caravane média, premièrement, j'ai jamais vu ça de ma vie, premièrement. Mais tu t'es posé, mais pourquoi? Tu sais, c'est comme pour genre, ça sert à quoi? Mais voilà le pourquoi. Parce que, et ça, c'est hypothétique, hein, puis c'est juste moi, et je lance ça comme ça sans vraiment avoir de connaissances ou quoi que ce soit. Tu sais, quand on se parlait là au début avec Mark Carney, avant l'élection à leur chefferie, on se demandait, bon, M. Carney, on peut pas négliger le fait que c'est un homme brillant, qui a des bonnes qualités, il a des connaissances, etc. On ne connaît pas le Mark Carney, le politicien. Puis, on se posait la question, le moment où il est élu chef du Parti libéral du Québec, la game, du Canada, je veux dire, est-ce que la game va changer? Parce que là, t'es plus dans ton fan club libéraux, t'es le chef d'un parti partout au Canada. Donc, il va falloir que tu répondes. Il va y avoir de la pression. Les médias vont te poser des questions. Puis, on a vu un peu, je pense, en Angleterre, où on lui a posé la question sur le conflit d'intérêts, sur ses acquis, sur ses actions qu'il les a mis en fiducie sans droit de regard. Puis, écoute, moi, je pense qu'il était très condescendant aux façon média. Ben oui, mais puis moi, je me disais, bon, voilà, tu sais, le gars, cette expérience politique qu'il n'a pas, est-ce que ça va le faire trébucher? Puis là, Poilievre qui sort avec sa stratégie de ne pas avoir de médias. Et je me pose la question, puis encore là, c'est hypothétique. Le fait que M. Carney a presque aucune expérience politique, le fait qu'il ne sait pas comment, à mon avis, il ne sait pas comment gérer les médias, les questions, la pression. C'est sûr et certain que les deux leaders qui vont avoir le plus de médias sur eux durant la campagne, c'est Carney, c'est Poilievre. Poilievre, il se débrouille très bien, je trouve. Mark Carney, c'est un point d'interrogation. Si tu es Pierre Poilievre, est-ce que tu leur donnes ça et dis, regarde, moi, je vous bloque la porte,
allez voir M. Carney parce qu'il est son propre pire ennemi. Il va ouvrir sa bouche, il va dire n'importe quoi, il va trébucher. La pression, c'est pas sur moi. Il vient de me dépasser dans les sondages. C'est à lui de maintenir le lead. Donc, allez parler à lui. Il va se trébucher. Moi, je vais vous donner tout ce que j'ai comme clip, comme média, comme vidéo, whatever. Et c'est pas vrai que tous les arrêts que Poilievre va faire, il n'y aura pas de médias. Il va avoir CBC, il va avoir CTV News, il va avoir des petits réseaux médias qui vont être là. Oui, mais en même temps, là, les médias locaux n'ont pas l'analyse globale. C'est pour ça qu'il existe des médias plus nationaux. C'est comme au Québec. Là. Tous les médias sont dans la ville de Québec. Il y en a à la ville de Québec. Ouais. Mais il y en a qui sont spécifiquement ceux de la colline parlementaire. Pourquoi? Parce qu'ils couvrent la politique au niveau provincial, tu comprends? Donc, pas juste à Québec, là, tu comprends? Donc c'est un peu partout. Mais je comprends. Ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas l'esprit analytique. Les connexions avec l'ensemble. En termes de contenu, je pense qu'ils vont l'avoir. C'est juste que M. Poilievre, peut-être de façon intelligente, encore on dit peut-être c'est hypothétique, il va fuir un peu les questions intelligentes d'un journaliste d'expérience. Écoute, tu as peut-être raison, tout à fait. Je vois pas d'ailleurs qu'est-ce qui ferait que ce que tu dis ne soit pas bon, là, franchement. Mais moi, je te résume ma pensée en un seul truc. Moi, je suis d'accord avec Dimitri quand il dit, je comprends pas, quand un libéral veut faire quelque chose, c'est bien. Mais quand un conservateur dit depuis longtemps qu'il veut faire ça, comme les pipelines par exemple, on a une suspicion. Le mot-clé dans ce que je viens de dire, c'est suspicion. Ouais. Là, les conservateurs, ce qui serait bien, c'est de faire sauter cette suspicion-là. Sauf que moi, ce que je dis, c'est qu'en faisant des trucs comme ça, les conservateurs alimentent la suspicion au lieu de l'enlever. Ouais. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. En fait, je te le dis, au Canada, et particulièrement en ce moment, il y a des gens qui crient, c'est une image que je fais, il y a des gens qui crient « Parti conservateur, nous voulons t'aimer, mais tu nous laisses pas t'aimer. » Ouais. Tu sais, c'est ça le problème. Surtout, Salim, que on va voir les plateformes, là, ils vont sortir, ils vont les publier bientôt, on va voir tous les détails des plateformes, mais juste rapidement comme ça, les derniers jours, les premières annonces que Mark Carney a faites, il a copié le playbook des conservateurs. Exact. Et pourquoi les conservateurs ne sortent pas dire « Hey guys, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un, un attaché de presse qui est là pour dire aux médias, hey, by the way, ça c'est nous, hein. Voici la page, il nous copie. Tu sais, l'affaire avec le Axe Tax, premièrement, il l'a pas enlevé parce que ça prend un projet de loi, donc il l'a juste suspendu. Et deuxièmement, hier, il a fait une annonce sur le logement. C'est copier-coller des conservateurs qui va enlever la TPS sur les achats de maisons d'1 million de $. C'est les conservateurs, si tu comprends. Donc, ils te copient tes idées, ta plateforme. Et les médias, au lieu d'avoir quelqu'un dans l'oreille pour leur dire « Hey, c'est à nous, ça. » Et by the way, c'est ça la job d'un attaché de presse. C'est de pousser tes messages clés. Au lieu d'avoir quelqu'un pour leur dire « Et ça, c'est les conservateurs, ils prennent leurs idées. » Ben, ils vendent l'idée que c'est les libéraux. Exactement. Bon. Beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. Il y a une élection donc qui va être déclenchée dimanche. Restez connectés avec nous, suivez-nous, abonnez-vous. On va avoir un nouveau format qu'on va essayer. On peut pas promettre que ça va fonctionner, mais on va l'essayer quand même. On va faire des live streams sur YouTube. On est en train de faire des tests pour voir comment ça fonctionne et voir comment ce format-là va marcher. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur YouTube, surtout pour être au courant de ce qu'on fait. L'élection va être excitante, puis on vous verra encore, on vous voit encore la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode ou peut-être aussi des lives. On va trouver notre plan. Ciao tout le monde. Merci, au plaisir, bye.